En relisant ce matin l'argumentaire général du colloque, je ne peux pas m'empêcher de réagir un petit peu, de repartir de là, mais rassurez-vous, je développerai bien effectivement quelque chose sur la spécificité de l'agir humain, et ça ne sera évidemment pas sans rapport. On est quand même 30 ans après Rio, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce qu'avait été, si vous voulez, le développement durable. Vous vous en souvenez, et on trouve ça d'ailleurs très clairement dans le rapport Brundtland, le développement durable avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de remédier aux inégalités en termes de répartition de la richesse sur Terre. Et le deuxième objectif, c'était d'anticiper, c'est-à-dire de ne pas produire les dégradations à l'échelle de l'environnement global. Et on est vraiment dans la décennie, on a pris conscience de façon beaucoup plus forte et plus précise des enjeux globaux avec le climat, avec la couche d'ozone, etc. Ça a vraiment été la décennie avant, la décennie du global. Or, si l'on fait le bilan, si vous voulez, de ces deux grandes orientations du développement durable, c'est effectivement un échec cuisant. Alors sur la première, la répartition de la richesse, c'est plus ambivalent parce qu'effectivement, on a arraché des centaines de millions de personnes à l'extrême pauvreté, mais en revanche, en termes de répartition, entre nations, eh bien, les écarts, si on prend la mesure du PIB, se sont accrus, et surtout à l'intérieur de chaque nation, enfin pratiquement, mais les écarts entre les plus pauvres et les plus riches ont même dans certains cas, c'est le cas par exemple des États-Unis, totalement explosé. Donc non seulement c'est un échec sur ce plan-là, mais en ce qui concerne alors si vous voulez, le sujet de l'environnement global, non seulement on n'a rien anticipé, mais on a vraiment dégradé à une échelle qu'on pensait probablement à l'époque impossible. Et si on veut prendre la métaphore de l'usure du monde, eh bien je vous dirais qu'on est à peu près dans la situation suivante, un peu quelqu'un qui est parti très tôt le matin, qui regarde ses chaussures assis à sa place dans le métro et qui voit que ses lacets sont au bord de l'explosion. Et c'est à peu près où on en est, mais perdre sa chaussure, c'est perdre l'habitabilité de la Terre. Donc effectivement, c'est quand même tout à fait autre chose. On constate, et ça a été rappelé tout à l'heure par Geneviève, un effondrement du vivant, elle vous l'a dit, l'effondrement parfois ça peut donner des pullulements, et je vous rappelle que la première espèce qui pullule sur Terre, ce sont nous autres, les bipèdes humains, c'est quelque chose d'assez grave, on n'en parle plus, c'est complètement absurde. Tout le monde est en train de comprendre que le dérèglement du climat, c'est d'une part une péjoration rapide de l'habitabilité de la Terre, et tous les événements extrêmes, si vous voulez, convergent vers un affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. C'est en même temps une réduction physique de cette habilité, montée du niveau des mers, devenir aride de certaines régions. La chaleur aussi, avec ce phénomène intermédiaire sur lequel on travaille que depuis très peu de temps, en fait. Les premiers papiers, c'est 2014, la chaleur humide. Je vous rappelle ce phénomène de la chaleur humide. Nous sommes des mammifères, nous avons une température interne de 37 degrés qu'on doit réguler. 38, on ne se sent pas très bien. 39, on doit s'aliter. Puis quand on dépasse les 40, eh bien là, tout le monde devient philosophe. On va enfin savoir si Dieu existe. Mais attention, là, cette fois-ci, c'est massif. Une température ambiante de 28 degrés avec un degré d'humidité de 80%, vous rentrez dans le phénomène de la chaleur humide. Si vous avez une température ambiante de 40 degrés, il suffit d'un taux d'humidité de 50% pour qu'effectivement on ait du mal à réguler par sa transpiration sa température intérieure. Dans un premier temps, ça vous donne, si vous voulez, des contrées qui sont difficilement habitables, c'est-à-dire que le nombre d'heures que vous pouvez passer dehors est très limité. Si vous devez travailler, le nombre d'heures est beaucoup plus limité, mais si vous montez sur les deux paramètres, vous avez une inhabilité quasi immédiate. Donc en fait, une réduction à proprement parler physique de l'habitabilité de la Terre. Et on se pose le problème aujourd'hui pour le Pakistan, pour l'Inde. Et je renvoie à une actualité, si j'ose dire, très fraîche. Alors, donc on a ce problème. On a le problème, évidemment, de l'usure, enfin de l'usure, excusez-moi, des pénuries. Et là, évidemment, la guerre d'Ukraine, la Covid avant, accélèrent le phénomène. Mais rassurez-vous, les autres dégradations, si tant est que ce soit possible, prendront le relais, parce qu'il n'est pas sûr que des conflits de ce type-là, d'autres n'interviennent pas. Alors, pourquoi ? C'est évident que cet échec cinglant du développement, non seulement on n'a rien anticipé, mais on a tout détruit.
Alors, il doit y avoir un verre dans le fruit quelque part. J'ai même peur que le fruit soit dans le verre, hein, tellement, si vous voulez, la proportion est disproportionnée. C'est très clair. On produit, et là, c'est ça qui va me permettre d'introduire l'aspect plus philosophique. On produit beaucoup trop d'objets, notamment énormément de convertisseurs d'énergie. Donc, il nous faudrait produire moins d'objets. Lorsqu'ils sont plus sophistiqués, ne serait-ce aussi en termes de matériaux inclus, il faudrait les mutualiser. Ensuite, on produit, alors ça je suis désolé de le dire ici, mais on produit beaucoup trop d'infrastructures. Philippe, je crois, vous l'a fait comprendre, hein, en assénant bien les choses tout à l'heure. On a évidemment une agriculture qui est complètement inadéquate. Pour reprendre du fondateur de la bioéconomie, de Georges Escourregan, si on a une agriculture qui est beaucoup plus minière que solaire, et un régime alimentaire psychiatrique. Donc ça, effectivement, franchement. Et puis on a évidemment, de toute évidence, on ne le dit plus aujourd'hui, mais un problème de démographie. Je relisais récemment La nature dénaturée de Jean Dors, en 1965. Les biologistes à l'époque parlaient de pullulement humain. Mais on y est. Alors rassurez-vous, ça se guérit tout seul. Et dans la deuxième moitié du siècle, on devrait quand même constater une forme de décrue. Donc, effectivement, on a un modèle économique qui est assassin. J'entends encore hier, enfin il y a quelques jours sur France Inter, M. Aguillon, économiste au Collège de France, on se marre. Alors lui, il dit carrément, il faut investir dans la croissance. Donc on n'investit même plus pour quelque chose. On investit dans la croissance. Non, la formule est absurde. Elle est totalement absurde. Et puis évidemment, pour investir dans la croissance, il faut détruire l'hôpital. Sympathique. Il faut détruire les champs. Hein. Il faut dézinguer tous les oiseaux, dézinguer tous les insectes. Ça devient complètement absurde. Il ne s'en est toujours pas aperçu. Si quelqu'un le connaît, faites-lui passer le message. Alors, là, si vous voulez, c'est aussi ridicule que tragique. C'est aussi ridicule que tragique. Alors oui, effectivement, les amis, en tout cas, en termes de flux de matière, de flux d'énergie et en termes de démocratie, l'avenir est irrémédiablement à la décroissance. À moins que vous preniez pour des méduses. Là, effectivement, si vous flinguez tous les poissons, il y a un pullulement de méduses. Mais nous ne faisons pas partie des méduses, les amis. Donc, ça, je crois que c'est une chose très importante. Et là, je vais en arriver aux choses plus philosophiques, c'est-à-dire, en fait, je vais essayer de vous montrer en quoi, de manière générale, la nature ne sait pas que faire de nos artefacts. Et on va y revenir de façon très très précise. Mais déjà, avant même d'aborder ça, je voudrais vous rappeler que notre civilisation, la civilisation occidentale, quand même, elle est déjà assez pâteau sur ses fonds baptismaux. Je vous renvoie à Genèse 2,15. J'explicite, évidemment, dit comme ça, c'est un peu abstrait. Genèse 2,15, c'est quoi? Eh bien, c'est Adam au paradis. Donc au paradis, vous n'avez rien à foutre, hein, normalement. Au paradis, vous mangez tout seul, vous ne mangez même pas, baiser n'en est pas question, vous savez bien, etc. Vous n'avez rien à faire. Eh bien, le paradoxe, c'est que Adam au paradis travaille. Il faut quand même le faire. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, le cœur de la civilisation occidentale. Là, je vous renvoie au magnifique livre de Sylvain Piron sur la généalogie de l'économie. Alors évidemment, les pères du désert ont fait pareil. Ils travaillaient tous. Vous voyez, ils sont plus au paradis, on peut déjà mieux le comprendre. Ils travaillaient pourquoi? Pour éviter les fantasmes. Quand vous voulez devenir saint, je ne sais pas si quelqu'un a essayé dans cette salle, mais effectivement, devenir saint, il vaut mieux éviter les fantasmes, les amis. Donc on travaille. Mais il y a une espèce d'obsession occidentale. Alors on va rentrer un petit peu plus, si vous voulez. Et en fait, le mot d'ordre, c'est qu'on va devoir apprendre à devenir, au moins pour ceux qui vont rester, extrêmement discrets sur Terre. Ce n'est pas tout à fait le mot d'ordre de la civilisation qui fut la nôtre. Être discret et humble sur Terre. C'est un peu ce que l'on devrait faire. Alors, je vais revenir sur cette question des dualismes. Évidemment, vous le savez, notre civilisation moderne, la modernité naît à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, avec
l'idée du mécanisme, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'était pourtant totalement contre-intuitif, tout ce qui nous entoure n'est qu'un l'effet d'un agencement de particules. Ce ne sont pas des atomes, ce sont des particules qui peuvent aller vers l'infiniment petit. Pensez à la manière dont ça peut être théorisé, par exemple, par Euler. L'atomisme, on va voir ça plutôt chez Leibniz, mais ça ne sera admis qu'à la fin du XIXe siècle. Mais en tout cas, tout ce qui existe, toutes les formes qui peuvent apparaître et qui peuvent s'affirmer, sont le fruit de ces chocs, guidés tout d'abord par une loi, une seule loi. On pensait que la nature ne relevait qu'une seule loi, déjà la loi du mouvement de Galilée, puis la loi de la gravitation universelle. Donc, une fois que l'on a ça, effectivement, vous le savez, en fait, les animaux et les plantes sont des machines. Il n'y a qu'un être sur Terre qui est fondamentalement différent, parce qu'il possède une intériorité, il possède une capacité à se représenter le monde, etc., à promettre, à contracter, etc., qui est l'être humain. Et l'être humain est le seul sur Terre, vivant au sens ancien, la vie au sens ancien, c'est la pensée, c'est le seul vivant qui reste. Tout le reste, ce ne sont que des machines. Et donc, effectivement, les êtres humains sont hors sol. Ça, on a tout fait pour le devenir. Hein. Les êtres humains, hors terre en tout cas, les êtres humains sont hors sol, ils ne relèvent pas des uns que les autres. Donc là, on a une espèce de dualisme énorme, et ce dualisme, c'est là où vous avez d'un côté l'avènement de la science moderne, de la physique moderne, qui pose ce mécanisme, et puis qui est totalement congruente, en fait, avec ce par quoi on a fini par réduire les enseignements du livre de la Genèse, Genèse 1, 26, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, et c'est pourquoi vous êtes appelés à dominer tout ce qui se situe sur Terre, de telle sorte que le XVIIe siècle est le siècle le plus mystique qui soit. Donc ce dualisme-là, vous savez très bien qu'au XVIIIe siècle, avec Lamarck, XIXe avec Darwin, il va prendre de sacrés coups, et que finalement le dualisme homme-nature ne sera plus tenable, on va réintroduire l'espèce humaine, on va la ramener à l'Odyssée générale des espèces, et puis on va substituer à ce dualisme homme-nature un dualisme technique-nature. Et justement, c'est là où je veux en venir, parce que, bien sûr, aujourd'hui, je vous dirais que, vu les formes qu'ont pris nos techniques, depuis cette révolution du mécanisme à la fin du XVIe et du XVIIe siècle, même si les choses ont mis très longtemps à se déployer dans le temps, eh bien, justement, l'agir humain, aujourd'hui, effectivement, a une spécificité. Et on ne peut pas absorber et réduire tous les dualismes. Il y a un dualisme qui reste très, très fort, c'est le dualisme technique-nature, précisément. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une manière générale, et je vais essayer de vous montrer ça avec les limites planétaires, parce que d'une façon très très générale, eh bien la nature ne sait que faire de ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que nous faisons, on peut le ramener à deux lignes directrices. D'un côté, on accumule des molécules, notamment dans les milieux, à commencer par les graisses animales, les milieux en général. Et là, vous avez par exemple ce qui a été rendu public. Alors, le dépassement planétaire était beaucoup plus ancien, mais la façon de calculer a été rendue publique en février. Nous avons dépassé la 5e limite planétaire. Et vous savez que, alors je ne sais plus si c'est par jour ou par semaine, mais en soi, c'est complètement fou. En termes d'ingestion de matière plastique, chacun d'entre nous ingère une carte bancaire. C'est par semaine, hein. Par semaine. Alors, je ne sais pas, Philippe, si toi, ça te rend plus riche, mais moi, non. Donc, en tout cas, elle est plus difficile à digérer. Bon, mais bon, donc, on a un problème d'empoisonnement à grande échelle du système Terre. Tout à l'heure, Geneviève rappelait le fait qu'on couvre l'ensemble de la biosphère de nos activités. Wittgenstein, qui était très optimiste, disait voilà, on ne peut pas connaître Dieu parce qu'on couvre le monde d'une toile de cellophane. Il était sympa, Wittgenstein. Non, on le couvre de tonnes de matériaux divers. Donc là, effectivement, le pauvre Dieu, vous imaginez dans quel état on l'a mis. Je n'ai pas beaucoup de pitié pour Dieu parce que je suis très martionnite. Je pense que compte tenu de ce que je suis en train de vous dire, si un Dieu nous a créés, il est minable. C'est-à-dire que franchement, si on lui ressemble, c'est donc qu'il nous ressemble. Et s'il nous ressemble,
c'est que franchement, il est nul. Alors, la solution de Marcion, c'était qu'il y en avait un autre derrière, mais qui se foutait de nous. Alors bon, je vous laisse à vos spéculations théologiques. Alors, soit on accumule des graisses, soit on perturbe des flux. On perturbe des flux au point de, si vous voulez, de détruire, en tout cas déséquilibrer les stocks. Alors c'est le cas pour le climat avec le carbone, c'est le cas pour celle des limites qui a été la plus franchie, hein, c'est-à-dire celle de l'azote et du phosphore, liée à nos activités agricoles. C'est le cas, ça a été le cas pour l'ozone, mais là on n'a jamais dépassé les problèmes. Et d'une certaine manière, on peut aussi, si vous voulez, alors on peut. Vous savez que là, il y a une 6e limite qui a été franchie. Hein, c'est celle, cette fois-ci, qui touche l'eau douce, mais là, plus particulièrement, ce qu'on appelle l'eau verte. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'aptitude des sols à retenir l'eau nécessaire à la végétation. Vous imaginez où on en est. Donc, en fait, effectivement, vous avez accumulation, perturbation et déstructuration. Notamment déstructuration des sols. Et c'était déjà le problème qu'on mettait en avant dans les premières synthèses. Je vous parlais tout à l'heure du livre de Jean Dors, c'est une des premières et très brillantes synthèses des problèmes écologiques. La déstructuration des sols est déjà là, au devant, et on la retrouve aujourd'hui. Alors, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi, finalement, ce que nous faisons est éminemment destructeur? Et là, je vais d'abord développer l'aspect terminal qui est relativement iconoclaste, mais je ne suis pas tout seul à le faire. Là, je vais m'abriter derrière un de mes amis co-auteurs. C'est un livre qu'on sort tous les deux au 1er juin au PUF, qui est, toi tu le connais bien, qui est Nicolas Boulot. Et en fait, eh bien, si vous voulez, on pourrait résumer les choses, mais je vais essayer de vous le montrer rapidement après, de la manière suivante. Nous avons de véritables connaissances. Nous avons des connaissances fermes. Mais le problème, c'est que nos connaissances sont systématiquement partielles. Et donc des connaissances fermes, donc qui permettent de bouger le réel, mais partielles, associées à une arrogance sans borne, celle qui était celle du scientisme, ben évidemment, ça vous donne une destructivité incomparable. Alors, on va commencer là où c'est le plus spectaculaire, et ça nous ramène aux travaux logiques. Fondement des mathématiques des années 30, hein, Gödel avec, par exemple, avec l'arithmétique, hein, et l'arithmétique complète, addition, multiplication, raisonnement par récurrence, vous le savez, ce que montre Gödel, et après Turing, etc., d'autres derrière, mais ce qu'il montre, c'est ce qu'on appelle l'incomplétude de l'arithmétique, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, eh bien, à partir des 28 axiomes, vous pouvez engendrer des propositions, des théorèmes. Et certains de ces théorèmes, il sera impossible de montrer soit qu'ils sont faux, soit qu'ils sont vrais. Ce qui revient à dire que la définition que nous avons des entiers ne nous permet pas de connaître totalement ce qu'est un entier. Évidemment, c'est au fondement de toutes les connaissances. Et c'est la raison pour laquelle vous n'aurez jamais d'algorithme pour engendrer des théorèmes arithmétique. Alors évidemment, vous pouvez présupposer que le système de la nature lui-même est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe que celui de l'arithmétique, et que, évidemment, nous ne parviendrons jamais à mettre au point des algorithmes qui, à partir d'atomes, d'aminés, nous permettraient de produire des molécules viables. Quand on produit une molécule viable, on ne sait même pas pourquoi. Et il faut rappeler que le grand programme des années 20 et 30, celui d'Hilbert, c'était précisément que tout le savoir humain pouvait se ramener à une production algorithmique. C'est donc un échec fondamental dont on n'a vraiment pas tellement tiré les conséquences, mais la conséquence la plus immédiate, c'est celle de la partialité de nos connaissances. C'est peut-être là la raison pour laquelle, pratiquement quoi qu'on fasse, en tout cas, et on a un mode d'agir, c'était encore montré par Olivier Hamon, etc., on a un mode d'agir qui n'a rien à voir avec celui de la nature, qui nous amène vers des choses composites, qu'elle ne sait pas recycler, qu'elle ne sait pas traiter, etc. Et effectivement, les conséquences de nos actions sont extrêmement
réductrice. Et donc, si je reviens au métier qui est le vôtre, on a besoin, et en fait Philippe l'a un peu dessiné aussi, on aurait besoin d'une architecture et d'un urbanisme, non pas zab, zad, je ne sais pas quoi, mais zen, mais au sens bouddhiste du terme. On aurait besoin d'un urbanisme extrêmement discret, les amis. Alors, on va s'amuser à faire une opposition. Si vous prenez la ville du XVIe siècle, eh bien, c'est une ville où le vivant est omniprésent. Évidemment, il n'y a pas d'herbicides. Donc vous avez des herbes partout, vous avez des microbes, des araignées partout, vous avez des chevaux, des cochons dans les églises, des poules dans les appartements, etc. Le vivant, alors je sais que ça ne fait pas fantasmer tout le monde d'avoir un cochon chez soi, mais bon. En tout cas, si vous voulez, la ville médiévale, la ville renaissante, c'est une espèce d'ode au vivant en permanence. D'ailleurs, on fait des procès aux cochons. Et c'est beaucoup plus intelligent de faire un procès au cochon que de se comporter comme un vétérinaire formé encore il y a une dizaine d'années à Maison-Alfort, qui vous dira en bon mécaniste, et c'était l'enseignement d'alors, que si vous pratiquez une césarienne sur une vache, vous n'avez pas à l'anesthésier. Vous vous rendez compte, il y a juste 10 ans, on enseignait encore ça. Lequel est le plus fou? Le juge qui juge les cochons ou le vétérinaire moderne qui s'assoit, si j'ose dire, sur ces traités de zootechnie dont les premiers sont apparus dans la seconde moitié du XIXe siècle. Donc on a en fait, la ville, on pourrait presque dire, elle est construite dans les interstices que ménage le vivant. Et puis vous prenez la ville, évidemment la ville du XXe siècle, c'est la ville aseptisée par excellence. Même les rails de la SNCF, mon cher Philippe, ne tolèrent pas la moindre herbe. C'est la chasse aux vivants partout. Et justement, on constate plutôt, j'ai entendu ce qui est en train de se faire par exemple à Rouen, une ville comme Rouen, mais il y a beaucoup de villes en France et en Europe qui ont des programmes de renaturation. Et donc on voit bien l'espèce d'inversion. C'est-à-dire qu'effectivement, nos relations aux vivants sont en train de changer. Alors évidemment, en tant qu'avatar de la chouette de Minerve, je ne m'envole qu'au crépuscule. Donc, mes amis architectes et urbanistes, c'est à vous de transformer le monde. Je reviendrai de l'au-delà pour voir si vous avez bien réussi. Merci de votre patience.